Et Didier Guillaume, le président du groupe socialiste au Sénat, est l'invité de Preuve par Trois. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous pour ce rendez-vous donc de Public Sénat avec l'agence France Presse et Dailymotion. La crise de l'élevage s'invite au cœur de l'été. Nous l'évoquerons dans un instant avec Perrine Tarnaud, alors que François Hollande annonce un plan d'urgence et que Stéphane Le Foll finalement s'est rendu sans attendre en Normandie. Mais des réformes en profondeur s'imposent pour sortir les éleveurs, on les entend, d'une situation devenue intenable. Un dossier que vous connaissez bien, Didier Guillaume. D'ailleurs, votre nom avait circulé pour le ministère de l'Agriculture. Oui, non, c'était l'homonymie avec l'ancien ministre. Ah oui, d'accord. On parlera également de 2017 au cours de cette émission. Comment François Hollande rôde son discours de pré-candidat, malgré une impopularité record et même structurelle. Nous en parlerons à la fin de l'émission avec Catel Prigent, alors que vous partagez au moins un trait de caractère avec le chef de l'État. C'est-à-dire l'optimisme. Ah oui, puisque vous vous dites optimiste sur la réussite du quinquennat. Je le pense. Je le pense parce que, bien sûr, on veut tout le temps aller vite. Et on se dit que le quinquennat, aujourd'hui, il est fini. On voudrait projeter les élections présidentielles de 2017, aujourd'hui, en juillet 2015. Mais un quinquennat, ça dure 5 ans. Et aujourd'hui, les premières réformes ont été mises en place. Jamais un président n'a autant réformé que celui-ci. C'est peut-être d'ailleurs un peu ça le problème, parce que les Français ont du mal à suivre. Jamais autant de mesures de fond ont été prises. Dans une crise sans précédent, la guerre, le terrorisme, la situation en Europe, et où il faut repenser les fondamentaux de nos équilibres budgétaires. Il faut une gestion rigoureuse. La dette a filé, les déficits ont filé le dernier quinquennat. On peut nous dire que c'était à cause de la crise de 2008, enfin la crise elle est toujours là. Et l'action du chef de l'État en France particulièrement. Oui, le chef de l'État. On en parlera tout à l'heure. Vous nous direz que donc François Hollande, plus que jamais, est le candidat qui s'impose et qui est le candidat naturel de la gauche en 2017, Didier Guillaume. Vous nous en parlerez tout à l'heure. Évidemment. Quelle autre qualité s'impose à la tête des sénateurs PS dans un Sénat de droite qui impose ses choix et sa vision, donc à rebours de la politique suivie par l'exécutif? Mais le Sénat, pour vous, là je parle de vous. Oui, le Sénat travaille pas trop mal et l'opposition sénatoriale arrive à se faire entendre. Nous arrivons à avancer. D'ailleurs, le consensus que nous avons obtenu sur la réforme territoriale, oui, mais c'est le seul. C'est déjà bien. Ça montre que nous pouvons travailler avec la majorité sénatoriale et je veux saluer le président Larcher d'avoir eu le courage d'avancer dans cette direction, d'après ce que j'ai pu comprendre, contre l'avis du président du principal parti d'opposition. Pourquoi? Vous parlez de Nicolas Sarkozy. Parce que lorsqu'il y a des choses qui vont dans le bon sens, nous y reviendrons peut-être pour l'agriculture tout à l'heure. Alors, tout le monde doit se dire avançons. Et vous saluez donc ce soir l'esprit de dialogue de Gérard Larcher. Absolument. C'est un président qui écoute, qui a une liberté de ton et qui est un président qui veut faire vivre cette institution. Et je veux le saluer. Et vous allez peut-être encore le saluer plus avant, puisque vous aimez l'opposer à Nicolas Sarkozy. Il a dit que toutes les réformes ne seraient pas abrogées. Ça aussi, c'est une bonne chose. Ça sort de sa bouche. C'est évident. Nicolas Sarkozy n'est pas candidat à l'élection présidentielle. Il est candidat pour prendre sa revanche face à François Hollande. Nicolas Sarkozy ne comprend pas qu'un autre que lui puisse être président. Donc il abroge. C'est monsieur abrogateur. Il veut tout abroger. Et in fine, il n'abrogera rien, parce que j'espère que le peuple l'empêchera d'être élu. Alors, jamais on a autant réformé. L'affirmation pourra faire bondir certains, Didier Guillaume. Est-ce que c'est la fin désormais des réformes? Avec le temps qui va si vite, vous l'avez rappelé, le quinquennat, il reste 2 ans. Mais non. Mais si on nous a annoncé le temps de la redistribution maintenant. Il faut continuer à réformer sans cesse. Vous savez, on est un peu de Tour de France. C'est comme le vélo. Si on arrête de pédaler, on se casse la figure. Si le gouvernement arrête de réformer, il se cassera la figure. Et il n'y aura pas de possibilité d'une nouvelle élection de François Hollande en 2017. De nombreuses réformes ont été faites. Parlons du futur, là. Oui, je peux vous parler du futur. Par exemple, le compte personnel d'activité qui va être mis en place, très important, une mesure sociale évidente, la loi biodiversité, avec notamment la préparation de la COP 21. Ce que nous voulons mettre en place, nous, c'est la sociale écologie. C'est-à-dire que l'écologie ne peut pas être préemptée uniquement par un parti. Mais aujourd'hui, l'enjeu planétaire veut que chacun se soucie d'écologie. Et le président de la République était encore ce matin au sommet des consciences avec beaucoup de responsables politiques, sous l'animation de Nicolas Hulot. Il est indispensable que cette prise de conscience environnementale, elle soit faite à grande échelle. Quelles sont les réformes pour vraiment changer la vie quotidienne des Français et notamment résorber
le chômage dans notre Est-ce que pays. vous croyez que la loi Macron, c'est pas une grande réforme? Si, mais on parle des réformes à venir. Ben, elle est à venir, celle-là, Michel Grossior. Elle vient d'être votée il y a quelques jours. D'accord, son Il faut la application mettre- est à venir. Mais il faut la mettre en place. On nous annonce déjà Macron 2. Oui, ben ça, alors si on me demandait mon avis... Ben, je vous le demande. Ben, je vais vous répondre. Je préférerais que la loi Macron 1 soit bien appliquée avant qu'on essaye d'en aborder une autre. Parce que je veux que nous réformions, mais on ne réforme pas à coup d'annonces. On réforme à coup d'objectifs politiques. Et les objectifs politiques, quels sont-ils? C'est la réduction de la dette et des déficits. C'est la création d'emplois. C'est booster l'économie afin que l'économie française fonctionne mieux. Et c'est rendre le quotidien de nos concitoyens meilleur. D'accord, ça c'est la philosophie générale. Ce qui va se passer, attendez, vous Didier posez Guillaume, les là, questions, mais je vais vous répondre, vous posez la question. là, vous vous adressez directement à François Hollande, que vous défendez Non, avec je beaucoup de m'adresse à vous, fougue. Michel, Ah oui, bien sûr. d'accord, mais vous répondez à François Hollande, qui a annoncé une loi Macron. Non, pas du tout. Vous êtes dans les commentaires. Il a dit il peut y avoir des mesures. Bah, mais tout le monde a compris cela. Nous allons hein. en discuter. Ben, peut-être, mais nous verrons bien ce qui se passera. Moi, ce que je veux, c'est réussir l'instant présent. L'instant présent, c'est en septembre. 9 millions de foyers fiscaux vont voir leurs impôts baisser. C'est la première plus grande baisse fiscale de la Ve Qui République. n'effacera évidemment pas les ce n'est hausses pas rien. successives de Mais- toutes les années passées. mais hein. je suis d'accord. Droite, gauche confondues. Oui, mais Vous je êtes suis d'accord. je suis d'accord pour que l'on parle Ah. de ces hausses. Oui. 18-19 milliards de hausses sous le quinquennat Sarkozy, Oui. 19-20 milliards sous le Mais vous quinquennat... reconnaissez que ça n'a pas été une bonne option, une bonne Attendez, solution. laissez-moi finir. Mais la grande différence entre ces deux quinquennats, bien sûr qu'il y a trop d'impôts en France, mais enfin on veut des services. La grande différence entre ces deux quinquennats, c'est que sous Nicolas Sarkozy, les impôts ont augmenté, mais le nombre de fonctionnaires a baissé. Moins de postes dans la justice, moins de policiers, moins de gendarmes, moins de personnes dans le renseignement, moins d'enseignants, des fermetures de classes. C'est une réalité. D'accord. Et nous, lorsque nous avons augmenté les impôts, par exemple, nous sommes revenus sur la fameuse loi TEPA, nous sommes revenus sur le bouclier fiscal, nous avons augmenté l'impôt de solidarité sur la fortune, nous avons imposé le capital au même niveau que le travail. Ah. Oui, ça a été des Il mesures. n'y a des pas impôts. d'autocritique Mais chez vous. Bien sûr, je pense que nous avons trop augmenté les Ah. impôts. Mais ce que je vais vous dire ici, c'est lorsque l'on... Alors vous allez me dire, parlez pas du bilan, c'est du passé. Enfin, lorsque l'on se retrouve en 2012, avec une augmentation de la dette de 600 milliards d'euros en un quinquennat, vous vous rendez compte ce que c'est 600 milliards d'euros? Ben, il faut bien essayer d'ajuster quand même. Hein. Alors donc, vous l'avez rappelé il y a un instant, Didier Guillaume, des compromis peuvent survenir au Sénat, comme par miracle, Oui. sur la réforme territoriale. Non, pas mais- par miracle, je crois que c'était par conviction. Vous savez, Oui. les sénateurs sont des femmes et des hommes de terrain. Ils se sont aperçus que nous pouvions réformer de façon concrète l'administration territoriale. Ce qui s'est passé quand même, il y a 2 ans, on nous disait jamais nous n'arriverions à diminuer le nombre de régions. Là, nous allons avoir des élections régionales, peut-être en parlerons-nous tout à l'heure, avec 13 régions au lieu de 22. Jamais nous n'arriverions à clarifier les compétences. C'est fait dans la loi NOTRe. Donc vous voyez que c'est difficile. Nous réformons, c'est difficile. Tous les conservatismes, de droite comme de gauche, se rassemblent pour dire non, c'est trop. Il n'empêche que nous Oui. devons avancer. Et pour la fin du quinquennat, moi je pense que nous avons besoin de stabilité, de continuité et d'efficacité. Nous avons besoin de stabilité, parce qu'on ne change pas au milieu du gué une stratégie, on ne change pas la tactique de l'équipe, il faut avancer, même si nous avons eu des élections difficiles. Et qu'il y en Le aura président- d'autres, et il y en encore sans aura doute difficiles. Vous avez très évoqué dur, les régionales. et énormément oui. dur, Bon. nous en parlerons peut-être tout à l'heure, Bien sûr. voire peut-être même dramatique pour la Ah, gauche. dramatique. Peut-être, nous verrons bien, mais nous devons avancer et nous devons Vous continuer donnez l'impression à d'avoir réformer. perdu le dans match la- là, avant, dans la- avant je qu'il vous ait en commencé, parlerai tout à l'heure. dramatique. Je Bon. suis sportif. Ah, Mais bon. il faut de la continuité aussi et de D'accord. l'efficacité. Mais Et vous- ces mesures sont efficaces. Je voulais aborder il y a un instant le débat parlementaire parce qu'il prend des allures de ping-pong. Vous l'avez noté évidemment, entre le Sénat et l'Assemblée nationale qui a le dernier mot, avec une grosse différence quand même. Le ping-pong est un jeu rapide, mais là, ça freine tout. Vous, Oui. vous le déplorez? Oui, je partage ce que vous dites. Je partage ce point. Je pense que nous légiférons trop lentement. Beaucoup trop lentement à l'heure de l'instantanéité des réseaux sociaux. C'est rare d'entendre un de parlementaire le dire. l'immédiateté. Et je vais Ça, vous le dire. c'est le discours de l'exécutif, particulièrement de Non, François Hollande. je vais vous le dire. Quand on met, j'ai été rapporteur de la loi agricole. Oui. Quand on met 1 an et demi pour faire voter une loi, quand sur le mariage pour tous on met 1 an, sur la loi Macron on met plus de 1 an, franchement, Et la faute à qui? mais c'est la faute à tout le monde, Ah. et surtout à nos institutions. C'est pour ça que j'aurai l'occasion de faire des propositions d'ici la fin de l'année de réformes institutionnelles. Par exemple. Pour essayer de, d'ici Allez-y. la fin de l'année, Bah, quand pour même. essayer Les pistes, c'est quoi? de fluidifier. Les pistes, c'est peut-être
qu'on n'ait pas 3 lectures par assemblée lorsqu'il y a un texte. Franchement, on passe une première fois, puis on passe une deuxième fois, et la CMP, ça n'en finit pas. Alors il ne s'agit pas de réduire le débat parlementaire, mais la première lecture doit être celle où tout est sur la table. Les amendements, où on fait de la confrontation politique, on donne des orientations différentes s'il le faut. Et puis après, il faut aller plus vite. Enfin, on ne va pas continuer, on ne va pas s'amuser. Il faut peut-être le gouvernement aussi arrête de vous proposer des textes avec des centaines d'articles. Vous vous êtes félicité de la loi Macron il y a un instant, franchement. Oui, mais nous, vous savez, bien sûr que le gouvernement fait trop de... Il a aussi des torts de temps en temps, Didier Guillaume. Le gouvernement a tort de vouloir nous faire trop légiférer avec des textes trop importants. Mais regardez ce qui se passe. C'est que le Parlement, l'Assemblée comme le Sénat, rajoute 50, 60, 100, 200 articles. Aussi. Là, vous voulez limiter ça aussi? Non, pas du tout. Ce serait une mesure efficace. On ne peut pas dire qu'il ne peut pas y avoir plus de temps d'articles. Moi, je souhaite qu'il y ait des lois moins bavardes, des lois plus courtes et plus fortes, et des lois qui soient votées plus rapidement. On attendra vos propositions. Les Français, quand ils voient l'annonce au Conseil des ministres d'une proposition de loi ou d'un projet de loi, pardon. Oui, mais ça, ils croient que ça va se mettre en place. C'est parce que le gouvernement, il joue de l'effet d'annonce. Vous le savez, ça. Mais il joue... Non, ça lui arrive. Ce sont les institutions, Michel Grossior. Et on doit annoncer en Conseil des ministres, le projet de loi, il est annoncé. Et après, la loi est promulguée 2 ans après. Ce n'est plus possible. C'est long, ce n'est plus possible. Alors, nous allons maintenant donc évoquer la fronde des éleveurs mobilisés en Normandie, notamment contre une crise sans précédent qui menace, nous dit-on officiellement, une exploitation sur 10 aujourd'hui dans notre pays. Les secteurs du lait, de la vache, de la viande bovine et du porc sont frappés de plein fouet depuis des mois maintenant. Mais dans l'urgence, alors que les actions se sont donc multipliées, un plan sera présenté ce mercredi au Conseil des ministres. Et donc Stéphane Le Foll a précipité son déplacement. Nathalie Guillouard. Le ministre de l'Agriculture a changé d'avis aujourd'hui. Il décide de se rendre à Caen pour apaiser les tensions. Il me semble logique, à la fois par respect pour les éleveurs du Calvados et de la Normandie, que je connais, je suis déjà venu, et en même temps parce que maintenant on a un certain nombre de dispositions, de répondre à la demande qui avait été faite il y a quelques jours de venir rencontrer les éleveurs. Sa venue, c'était l'une des conditions imposées par les éleveurs pour la levée du blocage des routes. Il a enfin cédé, ça montre que l'exaction qu'on a menée ici au Mont-Saint-Michel paye et aide ceux qui ont été à l'initiative de Caen. Maintenant, aujourd'hui, attendons de voir ce qu'il va proposer, mais nous ne croyons pas au miracle. On est là pour un changement profond de l'agriculture, on est rendu au bout, à l'obsolescence totale de notre modèle. Donc aujourd'hui, il faut que les choses changent. Face à cette situation, le rythme s'est accéléré toute la journée. Ce matin, c'est François Hollande qui reprend la main et monte au créneau. Il donne le ton de la journée. Demain, le Conseil des ministres prendra des décisions. J'ai demandé qu'au-delà de la question de la distribution, des prix, il puisse y avoir un plan d'urgence pour les éleveurs français et pour les producteurs de lait. Ce sera donc annoncé demain. Pas question que la situation s'envenime davantage. Une réunion a donc été organisée au pied levé ce matin à Matignon sur les filières d'élevage. Le ministre parle d'une dizaine de propositions contenues dans son plan d'urgence et évoque notamment la piste de l'allègement de l'endettement des éleveurs. En attendant le plan d'urgence qui sera dévoilé demain à la sortie du Conseil des ministres, le médiateur doit remettre son rapport ce soir à Stéphane Le Foll. Voilà donc toutes ces questions agricoles que vous connaissez bien, je le disais tout à l'heure, Didier Guillaume, sans homonymie possible, avec un ancien ministre de l'Agriculture. Les questions de Perrine Tarnaud. Bonsoir Perrine. Bonsoir Michel, bonsoir Didier Guillaume. Déjà sur la visite de Stéphane Le Foll sur le terrain aujourd'hui, pourquoi il a tant tardé à venir à la rencontre des éleveurs, qui l'appelaient depuis ce week-end à venir en Normandie? Il ne s'agit pas d'accélérer, de tarder ou de ne pas tarder. Allez voir les agriculteurs sans que le dossier n'ait pas stabilisé et sans avoir quelque chose à leur dire. Ils ont dit, il est venu, il n'a rien annoncé, donc nous continuons. Il fallait prendre le temps. Est-ce que le temps, c'était... La situation est connue, on connaît la situation de l'élevage. Bien sûr, mais le plan sont là. Oui, mais le plan va être présenté demain matin en Conseil des ministres. C'est pas le ministre de l'Agriculture qui allait le faire ce week-end tout seul. Alors, moi, je voudrais qu'il y est allé, qui s'est précipité sur ordre, un coup de sifflet de l'Élysée. Si vous le permettez, la situation est trop grave pour parler de coup de sifflet ou de je ne sais trop quoi. Stéphane Le Foll est un grand ministre de l'Agriculture. Il connaît très bien son dossier. Il va sur le terrain. Il a alerté les éleveurs au Sénat il y a très longtemps.
Il a mis en place les cellules de crise depuis février. Il a réuni le 17 juin cette fameuse réunion où des choses ont été annoncées. Oui, mais l'accord du 17 juin qui n'est pas appliqué, c'est ça qui pose problème sur le terrain. Et ce qui pose aussi problème, c'est son silence ce week-end. D'ailleurs, l'opposition de droite s'est engouffrée dans ce silence. Bruno Le Maire, par exemple, il dénonce le mépris de Stéphane Le Foll. Mais je vais vous dire, moi, Bruno Le Maire agite et Stéphane Le Foll agit. C'est ça la grande différence. Quand on a été ministre de l'Agriculture, quand on a soutenu la LME, qui est la loi de modernisation de l'économie, qui a tout dérégulé, quand on a été d'accord pour la fin des quotas laitiers, et quand on prône le libéralisme économique, alors on devrait se taire ou avoir la décence de ne pas faire de la récupération politique. Parce que je vais vous dire, moi, Perrine Tarnaud, ce que je pense, c'est que la récupération politique à des fins régionales, par les présidents de conseil, les candidats à la présidence de conseils régionaux, n'est pas acceptable. Tout est donc de la faute de Bruno Le Maire? Pas du tout. C'est lui qui est à l'origine des problèmes aujourd'hui des éleveurs, si je vous suis? Non, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de fautes de la droite et de l'Europe libérale qui a voulu libéraliser l'économie, l'agriculture. La LME, c'est M. Sarkozy, M. Fillon et M. Le Maire. Et la fin des quotas laitiers, c'est la droite. Je suis désolé. Maintenant, il y a 3 crises. Et ces 3 crises, il faut les voir en une seule fois. Il y a la crise agricole, la crise industrielle et la crise sociétale. Si vous me donnez 1 minute, je veux bien essayer de répondre. La crise agricole, elle est très importante à régler. Les agriculteurs, les éleveurs sont dans une situation catastrophique. Et on ne peut pas les laisser crever dans leur coin sans les aider. Et il faut qu'ils comprennent que ce gouvernement, ce ministre, le chef de l'État, le Premier ministre, sont là pour les aider. Moi, je ne dirai jamais l'agriculture est finie. Notre modèle agricole, il n'est pas fini. Notre modèle agricole, il a de l'avenir. Et les éleveurs, il faut les aider, tout simplement avec des prix. Je vais vous dire ce que je pense là-dessus. Mais ce n'est pas le gouvernement qui fixe les prix. Attendez. Oui, vous achetez une voiture, vous achetez une table, vous achetez une baguette de pain. Vous négociez pas les prix. Quelle profession dans notre pays vend en dessous du prix de revient? C'est scandaleux. C'est scandaleux. La faute à qui donc alors? Les distributeurs? Je vais vous dire. L'accord du 17 juin, il doit être mis en application et il faut que les industriels, mais alors comment obliger les transformateurs, à le respecter parce que visiblement il n'est pas respecté. Exactement, cet accord du 17 juin. C'est là toute la question. Mais c'est là toute la question. Alors il faut préciser ce que c'est que cet accord du 17 juin. C'est une augmentation progressive du prix payé au kilo. En gros, 5 centimes toutes les semaines. En gros, pour le porc, on est à 2 centimes de ce qui était fixé pour le 17 juin, donc ça va à peu près. On est beaucoup plus loin sur les bovins, mais nous avons 2 problèmes, disons-le, faut tout mettre sur la table. L'embargo russe, dont je pense qu'il faut que nous en parlions, parce que l'embargo russe pose un problème. Bruno Le Maire, que vous avez Hollande en parle. Il faut qu'il agisse. Mais il faut qu'il ait les leçons de Bruno Le Maire, ça suffit. Et puis, donc c'est à Hollande d'en parler avec Poutine, alors. Bien sûr, c'est à Hollande d'en parler avec les acteurs européens, et puis la Grèce. Une grande majorité des jeunes bovins sont exportés en Grèce. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous disent les transformateurs? Ils nous disent, mais nous, on veut être payés et on ne sait pas si la Grèce sera solvable. Une des raisons pour laquelle on a bien fait de ne pas la sortir. Bon, donc il y a ce problème-là. Mais moi, ce que je veux dire aux agriculteurs, c'est que nous les aimons, c'est que nous voulons qu'ils s'en sortent et nous allons tout faire pour qu'ils s'en sortent en faisant respecter l'accord et en mettant les transformateurs et les industriels devant leurs responsabilités. Si les grandes surfaces achètent plus cher les bovins ou les porcs, et si les agriculteurs se font toujours serrer la gorge au risque d'être étouffés, ça veut dire qu'au milieu, il y a des circuits commerciaux qui dysfonctionnent et on ne peut pas l'accepter. Ça, c'est la crise agricole. Mais il y a la crise industrielle. Alors juste pour finir sur la crise agricole, dans les solutions franco-françaises, est-ce qu'il faut aussi prendre en charge une partie de la dette des éleveurs? 1 milliard de dettes cumulées selon la FNSEA. Non, est-ce que ça doit faire partie des mesures? La FNSEA demande 1 milliard. J'ai entendu ce que disait le président Belin, que je respecte profondément. C'est pas ça le sujet. C'est du n'importe quoi? Non, pas du tout. Enfin, 1 milliard, pourquoi pas 2, pourquoi pas 5? Je pense qu'il faut que nous disions des choses simples. Il n'y aura pas un jeune éleveur en dépôt de bilan. 0. Tout jeune 22 000 menacés selon le ministère. Bien sûr, tout jeune qui est endetté et qui a dépensé de l'argent, qui a emprunté pour son élevage, alors celui-ci, nous allons l'aider prioritairement. Aucun jeune ne doit être laissé de côté. Et l'objectif, c'est d'éviter les dépôts de bilan. Et il faudra prendre des mesures qui coûteront cher. Mais je ne peux pas dire autour de cette table avec vous combien c'est. Il y a déjà eu 23 millions. Vous dévoilez déjà des éléments du plan d'urgence. Non, je ne dévoile rien. Vous m'interrogez, je vous donne ma position. Je ne donne pas la position de Stéphane Le Foll. Je pense qu'il faut aider les agriculteurs au niveau fiscal. Et puis,
il faut interpeller les banques, et notamment la Banque des agriculteurs, qui n'a pas voulu jouer le jeu. Et il faut, c'est ce qu'a fait Stéphane Le Foll la semaine dernière, envoyant le Crédit Agricole, envoyant d'autres banques, en leur disant maintenant, il faut que vous aidiez les éleveurs qui sont endettés. Il faut reporter des échéances, il faut tout faire pour s'en sortir. Ça, il faut régler cette crise agricole. Et il faut aussi peut-être des mesures de simplification, parce qu'il y a une avance qui a été consentie sur la PAC, mais les formulaires sont trop compliqués, disent les agriculteurs. Là, c'est d'accord. Mais non, mais il faut simplifier. Le ministre a pris des positions pour aller plus loin. Mais il y a la crise industrielle. C'est pour ça que l'entrée en lice dans le débat d'Emmanuel Macron ce matin était indispensable. Parce que quand nous parlons des industriels, ce ne sont pas des entreprises agricoles. Et il faut travailler au niveau de l'économie. Et puis évidemment au niveau européen. Il faut c'est ce que a fait Stéphane Le Foll depuis des mois et des mois, en travaillant avec Dacian Solos d'abord, puis maintenant avec le nouveau commissaire européen Phil Hogan, en disant il faut avancer. Et c'est le travail qui est fait depuis des mois et des mois. Changer quoi? Il faut arriver à faire de la régulation. Il faut que l'Europe... Non, mais je vais vous dire très clairement, il faut que l'Europe accepte de mettre de l'argent sur la table pour faire du déstockage. On n'a pas le choix autrement. On n'a pas le choix. Moi, je ne veux pas qu'il y ait des éleveurs qui crèvent. Donc il faut que l'Europe mette de l'argent pour tirer. Encore lui, le président du Sénat, a raison de saisir le président de la Commission européenne. Très bien, c'est ce que fait le chef de l'État, le Premier ministre et le ministre de l'Agriculture. Moi, si tout le monde, droite comme gauche, se disait nous allons nous en sortir, nous allons tous interpeller, tous tirer dans la même direction, ça ne me pose aucun problème. Est-ce qu'il faudrait que le gouvernement français demande une réunion des ministres de l'Agriculture? Mais il y en a une, il y en a pas très longtemps. Et à Bruxelles, il va y avoir une réunion des ministres européens. Simplement, la fin des quotas laitiers n'a pas été interprétée de la même façon. On nous avait dit à l'époque qu'on était prêts à affronter la concurrence, que des marchés nouveaux allaient s'ouvrir. C'était un marché de dupes. Oui, ce qui s'est passé en Chine. Mais Stéphane Le Foll lui-même était confiant. Non. Stéphane Le Foll a voté. En avril dernier. Stéphane Le Foll était député européen. Il a voté contre la fin des quotas. Oui, mais Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture. Et Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, il a dit attention. Mais il y a des nouveaux marchés, notamment la Chine. Mais il nous piège, tout le monde s'est précipité sur la Chine. Aujourd'hui, la Chine achète moins de lait et il y a un vrai problème. Puis, si je peux me permettre, la troisième crise, il y a sociétal, le patriotisme. Le patriotisme français, c'est une belle valeur, le patriotisme. Et moi, j'appelle tous mes concitoyens, toutes les Françaises et les Français, à acheter français, à manger français. Ça, c'est une solution de long terme, j'ai envie de dire. Mais c'est une solution de court terme et de long terme. Si systématiquement, lorsqu'on achète cet été des côtes, des merguez, des chipots, je sais pas quoi, pour faire des barbecues, si on va acheter une côte de veau, une côte de bœuf, une côte de porc, si on achète des fruits, pourquoi ne pas acheter français ? Enfin, c'est indispensable. Et le label viande de France. Oui, mais les éleveurs vous répondent qu'effectivement, il n'y a pas un étiquetage suffisamment. Il est mis en place là. Stéphane Le Foll, les consommateurs. Ça a été lancé au dernier salon de l'agriculture par le ministre, la FNSEA et les filières d'élevage. Ça a été lancé. Ça va être, à mon avis, remis un peu au goût du jour là. Viande de France, c'est absolument quelque chose. On est tous d'accord pour acheter et pour manger français. Oui. Perrine, bien sûr, avec vous. Oui, mais regardez, par exemple, je vois Madame Emmanuelle Cos, qui est la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, dit, elle, on produit de la viande, en fait, que personne ne veut, qu'on n'achète plus et qu'on réserve à l'exportation. Voilà ce qu'elle dit. Elle ment. Vous voulez me faire dire des choses aujourd'hui, hein. Moi, je regrette vraiment la dépêche d'Emmanuelle Cos. Je ne pense pas que ce soit une bonne position pour Europe Écologie Les Verts. Est-ce qu'elle dit la vérité? Attendez, soit une bonne position pour Europe Écologie Les Verts de montrer du doigt les agriculteurs, de montrer du doigt ceux qui entretiennent le paysage, la piètre qualité de ce qu'on nous propose, de montrer du doigt ceux qui sont de vrais écologistes. Parce que qu'on le veuille ou non, ça a évolué en 20 ans. Et aujourd'hui, les agriculteurs sont de vrais écolos. C'est eux qui entretiennent les paysages, les éleveurs. Sans les éleveurs, il y aurait des friches partout dans nos montagnes. Non mais là, c'est la qualité de ce qu'on mange. Eh bien, je regrette, elle se trompe. Oui, et puis elle dénonce le modèle productiviste français. Eh bien, le modèle français, pour moi, il n'est pas mort. Le modèle agricole français, il a de l'avenir. Il faut faire des évolutions. On voit bien, il n'y aurait pas cette crise si tout allait bien dans le meilleur des mondes. Mais je crois que ce genre de discours contribue à ne pas arranger la situation. Donc je regrette qu'Emmanuel Cos... Vous dénoncez ses propos, je regrette contestez sa vision de l'agriculture française, modèle productiviste à bout de souffle. Oui, c'est pas à bout de souffle. Et j'appelle, moi, toutes les Français et les Français à manger de la bonne viande cet été. Il y a de la très bonne viande, de la très bonne viande. Et malgré tout, pour survivre, est-ce que les agriculteurs français ne sont pas obligés et condamnés à se regrouper dans des unités de production plus importantes? Non. Je pense que notre modèle agricole français, il faut le maintenir. Pas le maintenir pour le maintenir comme au 19e siècle, c'est pas ça le sujet.
Moi, je suis opposé aux fermes des 1000 vaches, c'est ça que vous y avez allusion. Ou des 5000 ou des 10 000. Non, mais pas Non, forcément. Parce que c'est je beaucoup, préfère. là. Non, mais moi, je préfère un éleveur avec 50 ou 100 vaches qu'un éleveur avec 1000 vaches. Voilà. Et donc ce modèle-là, il faut peut-être moderniser les choses. Il faut peut-être qu'il y ait des regroupements. Il faut peut-être que, voilà, ce travail-là, sur le long terme, il doit avoir lieu. Et les agriculteurs et les filières d'élevage sont en train de faire ce travail. Mais aujourd'hui, la difficulté dans laquelle nous sommes, elle est double. C'est qu'il faut répondre à une crise conjoncturelle d'urgence. Sans ça, il peut y avoir des centaines d'éleveurs sur le carreau. Donc il faut répandre des mesures d'urgence. Et en même temps, Traiter les problèmes de ça fond. ne suffira pas. Donc il faut continuer sans cesse à travailler sur le fond pour sauver notre modèle agricole, pour nous faire entendre au niveau européen et pour faire en sorte que cette agriculture puisse se développer dans le cadre de la concurrence internationale. Réguler. Mais il faut la réguler. Et ça me fait d'ailleurs toujours rire que ce soit les libéraux qui demandent une économie Justement, administrée. au niveau européen, il y a aussi une directive qui pose problème, c'est celle sur les travailleurs détachés, qui explique que notamment les charges sociales dans les entreprises agricoles allemandes soient beaucoup moins élevées que, que les charges sociales françaises. C'est un problème, c'est la raison pour laquelle le gouvernement et le chef de l'État ont annoncé qu'il fallait régler le problème des travailleurs détachés. Je pense que nous arriverons à le régler. Mais je pense qu'il ne faut pas opposer les Allemands aux Français, les Français aux Espagnols. Oui, bien sûr. On l'a beaucoup fait ces derniers temps. On beaucoup sur le modèle agricole français. D'accord, mais enfin, si on regarde très objectivement les choses, les problèmes de l'élevage ou du lait, enfin de l'élevage en général, que ce soit pour la viande ou pour le lait, c'est pas parce qu'il y a des coûts de travailleurs détachés plus bas en Allemagne. Hein. Je crois qu'il n'y a pas que ça. Mais nous avons besoin des éléments. Oui, moi je veux une Europe qui régule, une Europe qui puisse redistribuer quand il y a, et surtout une Europe qui aide à traverser les difficultés. Voilà, c'est ça l'Europe que je veux. Et le travail que mène le président de la République auprès de M. Juncker, je crois qu'il a vu d'ailleurs le commissaire Pierre Moscovici hier ou aujourd'hui, je l'avais vu dans son... Je pense qu'il se voit souvent. Non, mais souvent pour travailler. Ouais. Et ce que fait le ministre de l'Agriculture avec le commissaire européen à l'agriculture doit porter ses fruits. Vous savez, si je pouvais dire une phrase de conclusion, l'heure elle est très grave, très très grave. Il en va de l'avenir de notre modèle, de notre pays. Est-ce que nous voulons encore avoir des agriculteurs, des éleveurs, des femmes et des hommes qui travaillent 7 jours sur 7 pour faire des produits de grande qualité en France, ou est-ce que tout va être acheté à l'extérieur de façon industrielle? Moi, je veux soutenir les agriculteurs français et acheter des produits de très grande qualité, en circuit court si possible, ou en circuit long, mais de qualité. La qualité avant tout. Et les agriculteurs doivent entendre, mais je pense que le ministre a dû leur dire cet après-midi, je ne sais pas ce qui s'est dit dans cette table ronde, et puis ce soir, la réunion avec l'ensemble des filières et les présidents nationaux, et demain les mesures, j'espère qu'elles iront dans le bon sens. Avec un risque de propagation, en tous les cas, en attendant des actions. Vous le craignez, vous avez peur? Non, quand on fait du fait notamment de la canicule, quand on fait de la politique, qui va peser. Quand on fait de la politique, je n'ai pas peur. Il y a deux choses que je veux dire. C'est que la sécheresse pose de vrais problèmes pour la nourriture des animaux, et notamment pour la paille. On aura un problème. Et puis quand même, je comprends la désespérance. Je pense que certains éleveurs se disent, de toute façon, je n'ai plus rien à perdre. Mais il faut penser aussi que dans les petites surfaces ou dans les moyennes surfaces ou dans les grandes surfaces, il y a aussi des Français qui travaillent. Des Français qui sont à temps partiel, qui sont à peine au SMIC. Et je pense qu'il ne faut pas opposer les catégories les unes aux autres. Moi, j'appelle au calme. Les revendications sont normales, ils ont des choses à dire. Personne n'oppose des éleveurs aux employés. Non, mais j'ai vu des images cet après-midi à la télévision où il y avait des magasins qui étaient... On pense aux grandes chaînes de distribution. Oui, d'accord. Vous avez dénoncé eux-mêmes leur méthode pour intimider les fournisseurs lors des négociations. Mais évidemment, la LME avec les marges arrière, les marges avant, c'est totalement ça. Très bien. Merci beaucoup, Perrine. Merci, Michel. Dernière partie de Preuve par 3 avec Catel Prigent de l'agence France-Presse qui nous rejoint maintenant et avec qui nous allons évoquer la situation politique du chef de l'État, que l'on voit donc présent sur tous les terrains en ce moment, sur tous les fronts. Vous lui reprocheriez s'il n'était pas présent. Oui, c'est vrai, on a des contradictions tellement mal placées. S'il est trop présent, il l'est trop, mais s'il ne l'est pas, vous dites mais où est-il? Alors, c'est une manière pour lui, en tous les cas, ça c'est sûr, d'occuper l'espace politique dans ce qui ressemble à une pré-campagne pour 2017. Pourtant, les choses semblent mal engagées. Vous allez pouvoir répondre. Mais d'abord, l'enquête de Louis Sibyl. 2017, c'est bien l'horizon de François Hollande. Reste une épine dans le pied et de taille, l'emploi. La courbe n'est toujours pas inversée. C'était pourtant le cheval de bataille du président, de quoi remettre en cause sa légitimité de candidat naturel.
Certains demandent déjà des primaires, une opinion partagée par 65% des sympathisants de gauche. Il faut qu'il se relégitime auprès du peuple de gauche et je ne vois que les primaires. Sinon, le mécontentement global, il s'exprimera à l'élection présidentielle. Et en tout cas, s'il n'est pas capable de gagner les primaires, je ne vois pas comment il peut imaginer gagner une élection présidentielle. Pour ses fidèles, François Hollande est le seul candidat possible. Certains sont très confiants pour les 2 prochaines années. La question, ce n'est pas de savoir si le chômage va commencer à baisser ou pas. Il va baisser. La question réelle est de savoir pour nous, la gauche, nous souhaitons en 2017 voir la droite revenir au pouvoir. Et si nous ne le souhaitons pas, alors à partir du moment où cette courbe du chômage va baisser, il va falloir que nous tirions tous dans le même sens et que nous disions tous bien la même chose. Et la seule chose qu'il y a à dire, c'est que nous ne menons pas une politique sociale libérale, c'est que nous menons une politique qui fonctionne et qui redresse le pays. Il est là le message. Sur le plan diplomatique, François Hollande a peaufiné sa posture de chef international avec l'intervention militaire au Mali, sa gestion des attentats ou plus proche, son engagement pour maintenir la Grèce dans l'Europe. Pas de quoi capitaliser des points au niveau national. Il y a un seul élément qui lui permettrait de regagner des points, c'est d'obtenir des résultats significatifs, c'est-à-dire massifs et durables, dans le domaine de la lutte contre le chômage. Même si le président arrive à baisser le chômage, difficile de penser qu'il inversera complètement la courbe. Depuis son arrivée au pouvoir, il y a 600 000 chômeurs de plus. Mais pour ses proches, il ne faut pas changer de cap. Le pire serait d'avoir une politique en essuie-glace, serait de s'interroger perpétuellement, de se regarder le nombril et se dire est-ce qu'on fait bien ou est-ce qu'on fait pas bien. Quand on trace une perspective, on s'y tient. Vous savez, quand vous charruez un champ, vous passez pas votre temps à partir à droite et à gauche. Vous prenez au début et vous allez jusqu'au bout. On y est. Comment ça va ? Problème, un récent sondage montre que même si le chômage baisse de façon significative, 75% des Français ne souhaitent pas que le président de la République se représente. Voilà, Catel Prigent est avec nous. Bonsoir Catel. Bonsoir. Vos questions à Didier Guillaume. Alors là encore, est-ce que vous êtes optimiste sur François Hollande candidat, malgré la question du chômage comme épée de Damoclès ? Oui, mais nous le disions tout à l'heure en début d'émission, il reste 2 ans. Bon, l'élection présidentielle aurait lieu dimanche prochain. Je serais un peu moins optimiste. Mais on n'est pas là. On est en train de fixer le cadre pour préparer la fin du quinquennat. Avant de penser à l'élection présidentielle, il faut penser aux Français. Et moi, je veux que nous pensions aux Français. C'est ce que fait François Hollande, c'est ce que fait Manuel Valls, c'est le gouvernement et les parlementaires socialistes qui les soutiennent. C'est quoi les Français ? Ils veulent du travail, de la sécurité et un logement. Mais c'est ce que nous essayons de mettre en place avec les diverses lois que nous avons votées depuis 2012. Il reste 2 ans. Utilisons ces 2 ans pour continuer à réformer. L'élection de 2017 ne va pas non plus se préparer à la veille, 2 semaines avant. Elle commence déjà, ça commence déjà à se Je crois qu'elle s'est préparée le 6 mai depuis le 6 mai 2012. Eh oui. Donc justement, le quinquennat fait que le lendemain de l'élection présidentielle, on est en campagne électorale, c'est terrible. Le chômage augmente. François Hollande a... Bien sûr. Mais François Hollande a été très clair. Il a dit, si le chômage continue à augmenter, je ne serai pas en mesure d'être candidat ou je ne sais trop quoi. Dont acte, terminé, on verra bien le moment venu. Moi, je pense que François Hollande doit être candidat à l'élection présidentielle en 2017. C'est celui qui peut rassembler la gauche, pour rassembler les Français, pour être élu. Parce que l'offre politique, elle est simple. Les Français nous disent on ne veut pas revivre 2012. Mais vraisemblablement, il y aura Marine Le Pen, Nicolas Sarkozy et François Hollande. Donc ils ne veulent pas le revivre. Mais enfin, le choix, il devra être là. Qu'on le veuille ou non. Après, on peut dire, on peut voter pour d'autres, on verra bien. Mais on risque de se retrouver avec ces 3 Donc candidats. votre seul argument, c'est le vote contre Sarkozy et Le Pen. Pourquoi vous dites ça ? On a entendu dans le sujet d'ailleurs, M. Carvounas, dire... Monsieur Carvounas, moi je vous dis... Ce qu'on dira aux Français, c'est si vous ne votez pas pour nous, ce sera la droite. Il y a une chose qui est sûre... Non, mais vous avez entendu cet argument ? Oui, j'ai entendu. Alors, qu'est-ce que vous ne reprenez pas votre compte ? Je vais vous répondre. Je ne le reprends pas tout à fait à mon compte, mais je vais vous répondre. Aujourd'hui, l'enjeu pour les gens de gauche, c'est le Front National, Nicolas Sarkozy ou François Hollande. S'il y a des gens de gauche... Attendez, mais je vais vous donner ma position après. S'il y a des gens de gauche, puisque vous parlez de cet argument, qui disent « nous, ça ne nous intéresse pas », bon, bah alors terminé, on rentre à la maison et puis on laissera l'extrême droite. Ça veut dire qu'on a perdu toute boussole et tout repas est logique. Moi, ce que je pense, c'est que les mesures que nous avons prises, les réformes que nous avons faites et celles qui vont venir encore peuvent permettre de relancer la machine économique, peuvent permettre de faire de la redistribution et peuvent permettre de faire la différence entre
une politique de droite et une politique de gauche. Parce que c'est bien de cela dont il s'agit. Quand nous allons arriver à l'élection présidentielle, si les choses se passent comme je le souhaite, eh bien il y aura des débats, il y aura des confrontations, bilan contre bilan, projet contre projet. Les sondages montrent bien pourtant que François Hollande n'a pas la cote. Aujourd'hui, oui. Dire, y compris surtout chez les sympathisants. Pour l'instant, aujourd'hui, il y a 50% des électeurs de gauche qui souhaitent sa candidature et 50% qui ne la souhaitent pas. Bon, on commence comme ça, voilà, on est à 2 ans. Dans les 2 ans qui viennent, nous allons faire ce travail. Il faudra monter une stratégie. Voilà. Mais ce que je veux vous dire, c'est que l'objectif, c'est pas de dire il faut que François Hollande soit élu pour être élu pour être élu. C'est pas Nicolas Sarkozy qui tape sur la table tous les matins en disant je veux redevenir président de la République. Lui, il a une idée de la France. Il a celle de la faire rayonner. Enfin, quand même, quoi. Le 11 janvier, et ce qui s'est passé à Bruxelles pour la Grèce, quand j'ai entendu les 3 positions différentes en 3 jours de Nicolas Sarkozy, je me dis que heureusement que le chef de l'État, c'était François Hollande. Donc, je veux dire, l'un des arguments de campagne, donc, d'un positionnement de François Hollande, ce sera son idée de la France. Oui, bien sûr. C'est ça. Son idée du monde, de l'Europe et de la France. Et son identité de gauche, quelle sera-t-elle? La gauche. Parce qu'elle est contestée à la gauche du PS, même au sein du PS. Non, moi je pense que la vieille gauche, que la vieille politique, je vous l'ai déjà dit, je crois ici, c'est terminé. C'est terminé. Les vieux partis qui, entre eux, font leur truc et puis on met tel candidat. C'est fini tout cela. Les Français n'en veulent plus d'ailleurs. Quand je vais au bistrot, boire le café ou l'apéro, quand je rencontre des amis, quand je fais des dîners avec des potes, qu'est-ce qu'ils me disent? Mais mon vieux, t'as sacrément le moral de faire de la politique. Parce que alors nous, elle nous fait gerber. Voilà ce que j'entends. Bah oui. Et donc, à partir de là... Comment vous ramenez ces gens-là vers François Hollande? Nous ramenons ces gens-là vers François Hollande, vers une idée de la France. Pas des polémiques stériles. Pas je suis dans l'opposition, donc je suis contre, même si c'est bien. La France, c'est une France qui rayonne dans le monde, je crois qu'il l'a montré, qui a un poids fort au niveau européen. La France ne se fait pas balloter. Le couple franco-allemand, Madame Merkel, Monsieur Hollande, on a vu qu'il avait de la pêche et de la poigne ces derniers temps. On n'est pas allé là-bas à Canossa. On voit bien la stature de chef de l'État à l'étranger de François Hollande. Pourtant, 77% de mécontents de la politique du président de la République. Bien sûr. Les gens sont surtout intéressés sur la politique intérieure mais aussi. Je vais vous dire, imaginez quand même. Moi, je me place tous les matins vers mes concitoyens, mes voisins, dans ma Drôme, à Bourg-de-Péage, dans ma commune, ceux qui sont au chômage, ceux qui ont peu de revenus, disent mais la politique qui est menée ne va pas. Mais aujourd'hui, c'est fini, on rasera gratis. C'est fini la politique en 100 jours. Les gens ont entendu mon ennemi, c'est la finance. Et ils se disent donc du coup, on va prendre l'argent aux riches pour le donner aux pauvres. Mais c'est pas aussi simple que ça. Nous, ce que nous pensons, c'est qu'il faut que l'économie redémarre, que l'économie fonctionne. Qui crée de l'emploi? Ce n'est pas les socialistes, ce sont les chefs d'entreprise. Mais les chefs d'entreprise peuvent créer de l'emploi par les mesures prises par le chef de l'État et le gouvernement. Le pacte de responsabilité, le CICE, il commence à porter ses fruits. Je le vois tous les jours dans mon département, pour les petites entreprises. Et donc, c'est sur la durée. Il reste encore 2 ans. Et j'espère que nous arriverons à avancer. Mais pour cela, il faudra aussi rassembler la gauche. Il faut rassembler la gauche. Parce que François Hollande a une base politique extrêmement étroite. Bien sûr, mais étroite. Comment vous rassemblez la gauche quand on voit que vous ne la rassemblez déjà pas pour les régionales? Alors pour les régionales, moi je vais vous dire, soit la gauche est unie, soit la gauche est anéantie. Mais elle va être anéantie. Je n'en sais rien. Elle est désunie. Attendez, il y a 2 tours dans une élection quand même. Il y a 2 tours dans une élection. Moi j'appelle mes amis écologistes, les communistes, les partis de gauche, les radicaux, etc., à se dire au moins dans 2 régions. Nord-Pas-de-Calais, Picardie et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il n'y a pas d'alliance. Attendez, que l'on gère depuis 3 mandats ensemble, que l'on gère ensemble, dont les uns et les autres sont vice-présidents, partagent le même bilan, font le même bon travail sur les transports, sur l'aménagement du territoire, etc. Et pour des raisons qui n'ont rien à voir avec l'élection régionale, veulent partir de façon indépendante. Je pense que ce n'est pas responsable. Mais moi, je veux être unitaire pour 2. Alors je leur dis, si au premier tour, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec les régionales, vous voulez vous présenter, assumons le fait, d'ores et déjà, qu'il y aura un rassemblement de ceux qui gouvernent les régions ensemble. Enfin, comment nos concitoyens dans la région Rhône-Alpes ou ailleurs voient que la gauche gère la région, mais qu'aux prochaines élections régionales, ils ne seraient pas ensemble? Ça n'a aucun sens. Donc j'appelle à l'unité, au rassemblement,
Et il est encore temps d'avancer. Et si ce n'est pas possible pour le premier tour, alors assumons maintenant qu'au deuxième tour, toutes celles et tous ceux qui ont géré les régions ensemble doivent continuer à le faire. On peut avoir des divergences sur la politique gouvernementale menée, sur la position du chef de l'État ou du gouvernement. Mais de quoi s'agit-il là? L'élection présidentielle, elle sera après. Là, c'est la gestion des régions. Ce que vous reproche justement Europe Écologie Les Verts notamment, c'est de dire rassemblons-nous, mais derrière nous. Et disant à chaque élection, c'est la même chose. Ben oui, vous savez, la politique, c'est les rapports de force, c'est la proportionnelle. On ne peut pas discuter quand un parti fait 20%, un autre fait 10%, c'est celui qui fait 20% qui doit mener la liste. Après, lorsqu'il y a des accords, il y a des accords de la réciprocité. Enfin, pour les élections sénatoriales, les sénateurs Europe Écologie Les Verts qui ont été élus, ils ont été élus sur les listes socialistes. Aux élections législatives de 2012, la plupart des députés qui ont été élus n'auraient pas été élus s'il y avait eu des candidats socialistes en phase 2. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et pourquoi moi je milite pour la sociale écologie, pour le rassemblement de toute la gauche? Car je crois qu'il faut dépasser les appareils, il faut dépasser les trucs d'épiciers, de boutiquiers. Il faut dépasser cela. Quelle idée avons-nous pour notre pays, pour la France? La République, l'écologie, le social, l'économie. On ne peut pas se mettre d'accord, mon sang de bonsoir, là-dessus? Ben non. Manifestement, c'est difficile. On a entendu Marie-Noëlle Lienemann. Jusqu'au bout. Vous irez jusqu'au bout. Marie-Noëlle pour essayer d'y arriver. Bien sûr. L'idée d'une primaire, là, pour relégitimer François Hollande, est-ce que ça vous paraît une bonne idée? Non, mais est-ce que c'est une option? Ça ne peut pas être une option. Enfin, lorsque un président de la République est sortant, s'il décide de se représenter, s'il est en situation, si les principaux responsables politiques autour de lui veulent aller dans cette direction, il n'y a pas besoin de primaire. La primaire, là, c'est une condition qui est posée par le beau ami, là, que vous essayez de ramener vers vous. Qui est posée par Marie-Noëlle Lienemann. D'autres aussi. Non, je ne sais pas qui vous parle. Non. Écoutez, qui est posée Philippe Petit, il y en a d'autres. Oui, mais d'accord, ce qui est posé par ceux peut-être que M. Montebourg aimerait. Par ceux qui ont été en rupture. Non, lui, il aimerait être candidat. Ceux qui ont été en rupture de banc, qui ont été servis par la République, quand même. Qui ont été servis. Servis? Parce que M. Montebourg... Ils se sont servis? Non. M. Montebourg et Mme Filippetti ont été servis par la République. Vous vous rendez compte, ils ont été ministres de l'économie, du redressement productif, de la culture. Mais quand on est membre d'un gouvernement, on doit dépasser sa petite personne, on ne s'appartient plus. C'est la France dont on parle. Ils l'ont quitté, ce gouvernement. Et aujourd'hui, ils critiquent. Ils ont une parole libre. Vous savez, chez moi, on appelle ça cracher dans la soupe. Ma grand-mère disait toujours, il faut avoir la reconnaissance du ventre. C'est bien, le mot servi est donc bien choisi, alors. Comment? Le mot servi est donc bien choisi. Ils ont été choisis à un moment par le chef de l'État pour être membres d'un gouvernement. Voilà. Donc aujourd'hui, un peu de retenue, c'est ce que j'appelle. Il n'en aura pas à la rentrée, puisqu'on attend Montebourg, évidemment, avec M. Varoufakis. Ce sera le héros de Frangy. Deux anciens ministres virés de leur gouvernement. Bon, on peut en trouver d'autres, mais... Vous nous avez parlé de l'hypothèse Nicolas Sarkozy, pour vous, elle est certaine, mais non, il y a aussi quand même Alain Juppé, qui est bien placé d'après les sondages, et qui aurait d'ailleurs les faveurs d'une partie de l'électorat de gauche. Est-ce que ça vous moi, inquiète, je ne suis pas un spécialiste en UMP, en stratégie UMPiste. Républicain, oui. Voilà. Moi, il me semble que les choses passeront vraisemblablement comme ça, mais ça ne m'appartient pas de... D'accord. Très bien. Je pense que le moment venu, les gens de gauche auront des faveurs pour le candidat de gauche. Parce qu'il y aura quand même une différence entre droite et la gauche quand on présentera le bilan et le programme. Merci Catel, merci Didier Guillaume. Merci à vous. Très bon été à vous tous. À vous aussi. Qui nous suivez. Et prochain rendez-vous de Preuve par 3 sur Public Sénat, ce sera le 8 septembre. De très bonnes et agréables semaines à vous tous d'ici là. À très vite.